hakurikiyeho message no témoignage ya Ruhorahoza Theophile waciye mu ishyamba akaba yakoze témoignage ijyanye n'ubwicanyi bwabereye Mbandaka mu gace ka Wenji Sekli niyagiye kubasomera. Le jour J, à savoir mardi le 13 mai 1997, se leva. Une roquette survola le camp en sifflant et tomba dans le fleuve. Une deuxième roquette perça le toit de la maison où je dormais. Les tôles s'envolèrent tout en laissant la fumée pénétrer dans la chambre. À la cour, il y avait trop de bruit, en cacophonie, des cris d'enfants appelant désespérément leur maman et d'autres qui pleuraient. 2 camions de militaires surgirent de l'arrière, pleins de militaires. D'autres militaires marchaient à pied. Ils tiraient dans tous les sens et ils bloquèrent ensuite la route qui menait à Mbandaka. Les tirs regroupèrent les réfugiés dans le camp. Il ne restait qu'une seule ouverture vers le fleuve Congo. Les militaires se sont approchés et ont ouvert le feu dans la foule des réfugiés. Les armes automatiques, des grenades, des roquettes furent lancées dans la brousse où les réfugiés tentaient de se cacher. Le sifflement des balles de toutes sortes dominait les cris et les échos s'amplifiaient sur les eaux du fleuve. En ce moment même de la passion des réfugiés rwandais, je me trouvais à environ 900 mètres sur la rive gauche du fleuve vers l'ouest. C'était un mélange d'herbes et d'arbrisseaux qui poussaient dans l'eau. Il y avait aussi quelques pirogues qui y étaient attachées. J'évitais de faire des mouvements qui pouvaient attirer l'attention des soldats d'une présence quelconque dans ces lieux. J'y ai passé environ 5 jours, en broutant des herbes très douces et succulentes en me désaltérant de l'eau de ce fleuve. Cette eau était du jamais vue. Elle était rouge de sang de réfugiés. Et c'était l'eau que je devais boire. Une fois, je me suis mis à boire dans mes mains lorsqu'une tête d'un homme coupé du reste du corps apparut devant moi. J'ai laissé l'eau. Soudain, j'assistais à une scène inattendue. Beaucoup de réfugiés, non encore touchés par les balles, se sont acheminés tout droit vers le fleuve et se sont jetés dedans vivants. D'autres réfugiés se sont entassés dans une maison près du camp, croyant y trouver un refuge. Mais les militaires les y ont aperçus et y ont lancé des grenades avant d'y entrer pour achever les survivants. Alors que les massacres de Wenji Sekli étaient en cours, les militaires dits rebelles se sont divisés en 2 groupes. L'un des groupes est resté sur place et l'autre monta dans 2 camions et progressa sur la route vers Mbandaka. Tout le fleuve fut vite rempli de corps et fut couvert de sang, des habits de toutes sortes, des pagnes des femmes de toutes couleurs, des shittings, des casseroles, des grains de maïs qui sautillaient à la cadence des ondes. La localité de Wenji fut couverte de sang, du sang pourtant rouge, du sang innocent. Malheureusement, du sang passé sous silence par la communauté internationale. Ce sang fut versé dans les eaux du fleuve Zaïre pour enfin se répandre sur toutes les extrémités de la terre à travers l'océan Atlantique dont il est tributaire. Théophile fait quelques recommandations à la communauté internationale. Je vais les lire. Donc, en tant que rescapé de l'extermination des réfugiés hutus rwandais et burundais au Congo en 1996 par les troupes AFDL et APR, je remercie vivement la communauté internationale en général, les Nations Unies en particulier, qui ont qualifié ces crimes commis contre les Hutus, perpétrés par l'APR.
Je demande aux mêmes instances onusiennes de créer un tribunal compétent pour juger les coupables afin d'éradiquer l'impunité qui sévit dans la sous-région des Grands Lacs. Par la même occasion, au vu de ce que je vis tous les jours, d'à quel point il est difficile de survivre de ces massacres et de les supporter quotidiennement, je recommande également que l'on assiste les rescapés à supporter et à se réhabiliter dans la vie comme tous les hommes. Je suis infantile. J'ai laissé les autres décider à ma place. Je me suis enfermée et donné ma vie. J'ai tourné le dos à ceux que j'aimais. J'ai triché et j'ai été lâche. Je n'ai pas eu le courage de rester debout. Mais un jour, j'ai entendu sa voix. Il m'a rappelé ce que j'étais. Il m'a redonné le courage. Grâce à lui, j'ai enfin avancé. Il est là pour moi, pour toujours. Tu crois en lui, vois les miracles. J'ai trouvé mon meilleur ami, mon allié. Bientôt, il se fera connaître. Bientôt, je serai libre de parler. Bientôt, les innocents seront libérés. kugira ngo tuzirikane twibuke icyaduteranyirije hano ko ari ukwibuka abantu bacu baguye mu ishyamba ryo muri Kongo n'abaguye mu Rwanda, kandi twibuke ko kugeza n'ubu ngubu abantu bagipfa ntabwo byirarangira. Niyo mpamvu rero muri aka kanya tugomba gufata umunota wo guceceka tukazirikana kandi tugasenga mu mitima yacu, ariko tugasenga tuvuga yuko ari twebwe tugomba kugira icyo dukora. Ntabwo Imana ari izaza kudukorera, Imana izadufasha, ariko twebwe tugomba kugira icyo dukora ubu ngubu. Tubizirikane. Ils ont aussi réquisitionné les bulldozers d'un exploitant forestier basé à Kisangani afin de creuser des fosses communes. Des témoins ont vu des éléments de l'AFDL APR transporter du bois dans des camions. Ce bois a servi par la suite à dresser des bûchers et brûler les corps. Le 28 avril 1997, l'ONG MSF a été autorisée à visiter les camps de KCC et Biaro, mais tous leurs occupants avaient disparu. Selon MSF, avant les attaques, ces camps abritaient au moins 5000 personnes qui se trouvaient dans un état d'épuisement extrême. Le 22 avril 1997, alors que se déroulaient les attaques sur les camps de Biaro et KCC, des militaires de l'AFDL APR et des villageois ont arrêté des réfugiés qui tentaient de s'enfuir et les ont contraints à partir en direction du centre-ville d'Ubundu. L'incident allégué suivant a été documenté. Le 22 avril 1997, au niveau du point kilométrique 52, les militaires d'APR ont ordonné aux réfugiés de s'arrêter et de s'asseoir, puis ils ont ouvert le feu sur eux, tuant un nombre indéterminé de personnes, parmi lesquelles un grand nombre de femmes et d'enfants. Les cadavres ont été entassés au bord de la route, puis enterrés ou brûlés.
en mai 1997, alors même que le HCR et le personnel humanitaire organisaient les rapatriements de certains réfugiés qui se trouvaient entre le point kilométrique 41 et Kisangani, les massacres se sont poursuivis dans la zone située au sud du camp Biaro. Cette zone est restée interdite au personnel humanitaire, aux journalistes et aux diplomates jusqu'au 19 mai au moins. Le 14 mai, la direction de Sergio Vieira, plutôt la délégation de Sergio de Melo, agent du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, s'est vu refuser l'accès à la zone par les militaires de l'APR. À la même époque, interrogé par les journalistes dans le cadre d'un reportage télévisé, un Zaïrois membre des ex-Tigres Katanga, intégré dans l'APR, a déclaré avoir été témoin de plus d'un millier d'exécutions par semaine dans cette zone. Il a également indiqué que les corps des victimes étaient acheminés de nuit sur certains sites afin d'être brûlés. Les militaires de l'AFDL-APR ont mené une campagne de sensibilisation auprès de la population afin qu'elle ne parle pas de ce qui s'était passé. À compter du 30 avril 1997, les militaires de l'AFDL-APR ont commencé à acheminer par train plusieurs groupes de réfugiés qui avaient survécu aux attaques sur les camps de KCC jusqu'au camp de transit installé à proximité de l'aéroport de Kisangani. Le 4 mai 1997, les militaires de l'AFDL-APR ont provoqué la mort de plus de 90 réfugiés en les faisant voyager dans un train dans des conditions propres à provoquer de nombreuses pertes en vies humaines. Les militaires de l'AFDL-APR qui avaient refusé que le personnel humanitaire organise leur rapatriement avaient entassé les réfugiés dans des wagons sans respecter les consignes de sécurité minimales pour la survie des voyageurs.